La petite princesse s'en va combattre le dragon. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur mon curieux booktube féministe. Aujourd'hui, je vais vous parler du roman Fille de la Walilou de Cécile Roumiguière qui a été publié par l'École des loisirs en février 2020. C'est un roman qui est à l'image de son titre et de sa très belle couverture, nimbé d'un certain mystère et qui fait le choix de ne pas nous donner immédiatement toutes les clés. Il faut accepter de se laisser porter dans des temps, dans des lieux qui nous échappent, qui semblent relever peut-être du conte, du Il était une fois, d'un royaume lointain, avant que finalement ne survienne la modernité, Internet, un téléphone portable, et que l'on se rende compte que non, on n'est pas dans un conte, mais à sa lisière assurément. Cécile Roumiguière nous emmène dans la presqu'île imaginaire de Yoffol, que l'on imagine au nord, tout au nord de l'Europe. Ici, les hommes partent en mer pendant de longues semaines, ils sont tous pêcheurs, et les femmes restent sur terre. C'est elles qui organisent le quotidien, qui construisent, qui réparent, qui soignent, qui font naître. Un conseil des femmes règle le quotidien de chacun et de chacune dans un exercice d'équilibriste entre le respect des traditions et le confort de la modernité. Et comme dans beaucoup de ces ailleurs où on vit à l'autre bout du monde selon des règles qui sont propres à cette population, les étrangers ne sont pas toujours les bienvenus. Le récit va s'ouvrir sur une naissance, celle de la jeune Alban, dont le père cache un secret. Un de ces secrets de famille qu'on ne peut pas résoudre en fait, dont il est trop tard pour réparer les dégâts et qui vont s'insinuer tel un poison. De là à penser que la famille d'Alban est maudite, il n'y a qu'un pas. Sur la presqu'île, les couples sont libres. Chacun, chacune peut avoir un ou plusieurs amoureux, plusieurs amoureuses. Mais la mère d'Alban, Lana, pour elle, il n'y a qu'un homme qui compte. C'est donc le père d'Alban. Et donc la jeune fille va grandir dans l'attente de ce père qui revient pas très souvent et dans l'attente de ces moments où enfin ils vont former une famille qui va vite être agrandie en fait par l'arrivée d'un petit frère qui s'appelle Johan. Mais les nuits d'Alban sont remplies de monstres marins qui lui volent son père et elle va grandir terrifiée à l'idée que la mère l'emporte, le lui vole, comme lui, son père, a perdu son propre père quand il avait 6 ans. Mais Alban va grandir bien entouré par sa mère, par les autres femmes de la presqu'île et par sa meilleure amie Liliane, avec laquelle elle a une relation très forte et qui a une véritable importance dans sa vie. Les deux jeunes filles, donc bien qu'on leur en ait expliqué les dangers, adorent se rendre dans la forêt, là où vivrait la Walilou, qui est une créature, une chouette qui sortirait les nuits de pleine lune pour dévorer les enfants. Jusqu'au jour où, à défaut de créatures fantastiques, elles vont découvrir une cabane et une femme à l'intérieur, Nana, qui a fait le choix de s'exiler dans la forêt. Cette rencontre et l'arrivée de Sorimori, la femme au visage brûlé, vont bouleverser le quotidien de l'île et peut-être réveiller cette malédiction qu'Alban craint tant. Je ne vous en dis pas plus, j'espère vous en avoir dit assez pour vous donner envie, mais pas trop pour que vous puissiez conserver une belle part de mystère qui fait donc le charme de ce roman que j'ai trouvé très original. Il y a dans ce roman quelque chose au final d'assez simple au premier abord, un peu contemplatif aussi. C'est un roman du devenir adulte, de grandir au sein d'une famille, d'un foyer, d'une société. C'est aussi un roman sur ces peurs de l'enfance que l'on va cristalliser jusqu'à leur donner vie. Mais il va se dérouler dans un univers que j'ai trouvé extrêmement donc, original, notamment dans la littérature ado ou young adulte. C'est vraiment très intéressant, il y a quelque chose de très stimulant aussi. C'est très bien écrit, on s'y
sent vraiment sur cette presqu'île glacée du bout du monde. Donc même si vous le lisez cet été, je vous conseille d'avoir un petit plaid à côté de vous. Je vous parle de ça parce que nous sommes là dans une société matriarcale et qu'il me semble que dans la littérature, ce n'est pas si courant. Ce que j'ai trouvé extrêmement intéressant aussi, c'est que cette société, même si elle se veut fondamentalement juste, n'est pas à l'abri de certaines violences, de certaines rancœurs et de ce rejet de l'étranger qui est bien souvent, et là c'est le cas, lié à la perte des traditions. Puisque je vous parle de tradition, il y en a une notamment que j'ai trouvée très belle, c'est celle de la chambre des bourgeons. À l'âge de 15 ans, chaque jeune fille se voit remettre une clé qui est celle d'une pièce qui est sa pièce à elle, qu'elle peut aménager, qu'elle peut décorer comme elle le souhaite et dans laquelle elle pourra vivre ses premières expériences sexuelles. Alors il n'y a là rien d'obligatoire, évidemment, chaque jeune fille est libre d'y emmener un amoureux, une amoureuse, quand elle le souhaitera, si elle le souhaite, et c'est un espace d'intimité qui leur est offert. Et cet espace d'intimité n'est pas juste délivré, il s'accompagne de façon très positive d'une conversation avec sa mère, notre femme, sur la sexualité, sur ses risques, ses dangers, parce qu'ils existent, mais aussi sur le désir, sur le plaisir et tout ce qui permet d'avoir une sexualité épanouie. À la fin du roman, Cécile Roumiguière parle de ses sources d'inspiration et elle cite notamment les femmes Mosso en Chine et les femmes de l'île de Kinu en Estonie. Moi, évidemment, ça m'a beaucoup intriguée, donc j'ai fait quelques recherches sur le sujet que je vais partager avec vous. Les Mosso, c'est une ethnie du sud-ouest de la Chine, sur les contreforts de l'Himalaya, qui vivent à 2700 mètres d'altitude, et c'est une ethnie matrilinéaire, c'est-à-dire que la transmission du nom, de biens matériels, d'éventuels titres, passe par la femme. Chez les Mosso, il n'y a pas de mariage et les couples, les amants, ne vivent pas ensemble. Quand il y a un enfant, celui-ci va être élevé par sa mère et ce qui va faire office de figure paternelle, c'est son oncle, en fait, c'est le frère de sa mère. L'île de Kinu dans la mer Baltique accueille l'une des dernières sociétés matriarcales d'Europe. Ici, les hommes sont pêcheurs et ce sont les femmes sur l'île qui sont les gardiennes de la tradition. Certaines femmes parmi les plus influentes sur l'île se réunissent régulièrement, une sorte de conseil, pour prendre les grandes décisions concernant l'île, qui donc ont fortement trait aux traditions, concernant par exemple leur tenue vestimentaire, où elles portent des longues jupes avec des coloris différents, selon si elles sont en deuil, selon les saisons, etc. Leur langue aussi, ce n'est pas l'estonien qu'on va parler aujourd'hui en Estonie, c'est un estonien ancien. Les cours de couture qui sont donnés aux filles pour qu'elles apprennent à coudre ces jupes traditionnelles. C'est d'ailleurs la seule activité qui soit genrée, qui ne soit que pour les filles. Et aussi la vénération des pins, qui sont des forêts de pins en fait, qui sont très nombreuses sur l'île, selon des rites païens. L'autrice s'est donc librement inspirée de ces peuples pour écrire son roman, pour construire sa presqu'île. Et d'ailleurs, là, je vais vous parler de la forêt de pins de Kinu, mais dans le roman, la forêt aussi va avoir un rôle extrêmement important, parce qu'elle abrite peut-être la Walilou, mais surtout parce qu'elle abrite Nana, qui donc a fait le choix de s'exiler dans la forêt et qui va devoir apprendre à y survivre pour finalement apprendre à y vivre. Vivre dans la forêt, c'est en apprendre les pièges, c'est apprendre les plantes qui sont toxiques, celles qui guérissent, et c'est surtout apprendre à vivre avec la nature et non pas contre. J'ai pas été surprise du tout quand à la fin du roman, j'ai vu que Cécile Roumiguière expliquait que quand elle finissait d'écrire son roman, elle était en pleine lecture de Sorcière, la puissance invaincue des femmes de Mona Chollet. Parce que ce mot sorcière, il a une vraie importance au cœur du récit, même si là, il va être utilisé à l'encontre de Nana d'une façon négative, la sorcière comme une engeance démoniaque qui veut faire le mal. Alors que la sorcière va bien souvent être celle qui connaît les plantes, qui sait
les utiliser pour guérir, qui a une connaissance aussi du corps humain, qui va aussi faire don de ses connaissances, qui va soigner d'autres personnes. Et évidemment, à une époque où la science, la médecine était uniquement entre les mains des hommes, le fait de savoir guérir par les plantes était considéré comme une hérésie parce que c'est une forme de pouvoir. Or, il était inconcevable que les femmes aient un quelconque pouvoir entre les mains. Est-ce que ça a beaucoup changé aujourd'hui? Je vous laisse méditer sur le sujet. Ensuite, cette lecture a véritablement fait écho pour moi au roman que j'ai lu juste avant, qui est le roman Sauvage de Nathalie Bernard, qui a été publié aux éditions Thierry Magnier, qui est un roman qui aborde pourtant un sujet très différent, puisqu'il traite de la question des pensionnats qui ont accueilli, imaginez les plus gros guillemets possibles, les enfants autochtones au Québec à partir des années 30 jusqu'aux années 90 afin de les civiliser et de tuer l'Indien dans l'enfant. Je vous laisse imaginer ces pensionnats. Donc là, on est dans un roman historique puisque les faits rapportés, enfin pas les faits de façon précise, c'est un roman, mais il se base sur des éléments historiques réels. Et c'est aussi un roman qui va relever du thriller à un moment donné parce que le jeune héros, Jonas, va s'enfuir du pensionnat où il est enfermé et ça va être le début d'une chasse à l'homme. Ce sont donc deux sujets totalement différents a priori, mais j'ai trouvé dans ces romans beaucoup d'éléments qui se répondaient. Ce sont tous les deux des romans du froid, de la neige, des romans dans lesquels la haine notamment de l'étranger, les traditions, le poids de ces traditions et l'appartenance à une communauté vont prendre tout leur sens. Et ce sont des romans où la forêt, encore elle, devient presque un personnage à part entière en fait, avec ses pièges et avec le soutien qu'elle apporte aussi, la nourriture qu'elle apporte, la soif qu'elle peut combler, les blessures qu'elle peut guérir. Cette forêt qui peut avoir un profond respect pour celui ou celle qui a un profond respect envers elle. Il y a presque une sorte de communion en fait avec cette nature et j'ai trouvé ça très très beau. Sauvage, c'est un roman que j'ai beaucoup aimé et que je vous conseille grandement, que vous soyez adulte, ça se lit très très bien quand on est adulte, même si c'est un roman qui a été pensé pour des plus jeunes. Pour les ados, je dirais à partir de 14-15 ans parce que c'est quand même un sujet assez difficile. Cette lecture m'a aussi évoqué Dans la forêt, le roman de Jean Egland, qui a été publié pour la première fois en 1996, mais qui a seulement été traduit en 2017 en France par les éditions Gallmeister. C'est un roman que je n'ai pas encore lu, je l'ai acheté tout récemment, mais j'en ai lu par contre l'adaptation en roman graphique par Lomik, qui a été publiée chez Sarbacane et que j'ai trouvé vraiment, vraiment très très belle. Ça m'a beaucoup touchée. Dans la forêt, c'est un roman post-apo, c'est un genre que j'aime beaucoup beaucoup. Et on va suivre deux jeunes sœurs, de toutes jeunes femmes, Nell et Eva, qui donc après cette espèce d'effondrement de la société, après la disparition de leurs parents, vont continuer à vivre dans leur maison familiale qui est au milieu de la forêt et elles vont apprendre à vivre avec cette forêt et grâce à cette forêt. Enfin, l'amoureuse des bergères guerrières que je suis n'a pas pu s'empêcher de tisser des liens entre le roman de Cécile Roumiguière et cette série de bandes dessinées de Jonathan Garnier, publiée chez Glénat. Il y a 3 tomes actuellement. Bergère guerrière, c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Molly et qui vit dans un village dans lequel il n'y a quasiment plus d'hommes en fait, car tous ou presque ont été mobilisés pour la Grande Guerre voilà 10 ans. Donc les femmes se sont organisées dans le village, c'est elles qui gèrent maintenant le quotidien, c'est donc une société là aussi matriarcale, et cette société est défendue par un ordre assez prestigieux qui est celui des bergères guerrières. Et Molly va avoir pour objectif de rejoindre cet ordre. Ça va être évidemment le début pour elle et pour le village de tout un tas d'aventures. Donc on est là dans une ambiance
médiéval fantastique, teinté de légendes celtiques, donc c'est vraiment très chouette, même dans les dessins, j'adore les dessins. C'est vraiment une super BD, très girl power, à lire, à offrir à toutes et à tous, et pour les enfants c'est à partir de 8 ans environ. Comme bien souvent, je pourrais vous en dire beaucoup sur Fille de la Walilou parce que c'est vraiment un roman qui aborde plein de sujets extrêmement intéressants, dont beaucoup que je ne vous ai pas cités, par exemple l'écologie marine. Mais je vais vous laisser le lire par vous-même si vous en avez envie et vous faire votre propre opinion. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de regarder cette 16e vidéo. J'espère encore une fois vous avoir appris peut-être quelques petites choses ou vous avoir donné envie de découvrir ou redécouvrir les romans, les BD dont je vous ai parlé aujourd'hui. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous les avez lus, si vous avez envie de les lire, pour qu'on puisse échanger sur le sujet. N'hésitez pas non plus à me laisser un petit pouce levé que je vois que vous êtes là. Merci encore et à très bientôt. L'île de Kinou dans la mer Baltique, elle accueille pas du tout. Si, elle accueille.